On a vu dans l'épisode précédent, le premier de cette série, qu'aujourd'hui encore, il y a peu de supports numériques qui s'appuient sur des histoires racontées. On rentre aujourd'hui dans le vif du sujet avec cette question, mais pourquoi? Pourquoi donc, alors qu'il n'a jamais été aussi facile de créer et de diffuser des histoires sur Internet? On verra dans un premier temps ce qui nous facilite la tâche, et ce sera sans doute la partie agréable de la vidéo, parce qu'il faudra ensuite, dans un deuxième temps, faire la liste des difficultés, des embûches, des doutes qui ne manqueront pas de se dresser sur le chemin de celles et ceux qui souhaitent se lancer dans cette aventure. Et autant te le dire tout de suite, nous allons traverser un long moment de découragement ensemble. Mais tout de même, il me semble qu'au-delà de toutes ces difficultés et de ces questions, il y a quand même des interstices, des fenêtres à ouvrir, des expérimentations à tenter. On peut donc partir du postulat qu'il n'a jamais été aussi facile de créer et de diffuser des histoires sur Internet. D'abord parce que le matériel nécessaire à l'enregistrement, audio et vidéo, matériel qui était avant réservé à des professionnels, ce matériel-là a envahi notre vie quotidienne avec les téléphones et les ordinateurs portables, qui permettent d'enregistrer de l'audio et de la vidéo dans une qualité suffisante, suffisante en tout cas pour la majorité des gens qui regardent des œuvres sur Internet. Une fois que la matière a été enregistrée, on peut l'éditer, la modifier avec des logiciels, audio, vidéo, par exemple, des logiciels qui existent pour la plupart en version gratuite avec des fonctionnalités de base largement suffisantes pour un résultat correct. Si tu ne sais pas te servir de ces logiciels, pas d'inquiétude, tu trouveras sur Internet des manuels ou des vidéos qui t'expliqueront comment faire, ou même des gens qui répondront à n'importe laquelle de tes questions. Voilà, donc on a créé un truc, il ne reste plus qu'à le diffuser. Et pour ça, il suffit d'une connexion Internet, que tu as déjà a priori si tu regardes cette vidéo. Tu crées un compte sur Facebook, YouTube, Vimeo, GitHub pour des projets numériques. Là aussi, c'est gratuit la plupart du temps. Et c'est bon. Enfin, je veux dire, il n'y a même pas d'éditeur qui va faire un choix entre les œuvres qui lui sont proposées. La seule contrainte que tu as, c'est de respecter un minimum de standards en termes de violence, antisémitisme, etc. Mais si tout ça te semble trop long et trop compliqué, tu peux aussi faire du direct, du live, et là, dans ce cas-là, l'espace-temps qui existe entre ton désir et sa réalisation, ton geste et son partage, se réduit quasiment à zéro. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Il n'a jamais été aussi facile de créer et de diffuser des histoires sur Internet. Sauf que toute cette facilitation technique, à aucun moment, ne répond à une question. Quelle est la nature de l'œuvre que tu souhaites partager? Et c'est là que les choses se compliquent. Première difficulté, donc, l'absence du public. Difficulté parce qu'a priori, quand on raconte une histoire, ce qu'on dit et comment on le dit est modifié en permanence par un aller-retour conscient et inconscient avec le public. Public qui va produire une certaine qualité d'écoute, une certaine qualité de silence, une certaine qualité de regard, une certaine façon de s'asseoir sur sa chaise, par exemple, une certaine façon de tousser ou pas, de faire crisser un vieux papier de bonbons dans sa poche ou pas. Mais aussi des choses beaucoup plus évidentes, notamment quand on raconte des histoires traditionnelles avec, par exemple, des chants à répondre, des refrains à chanter ensemble, des blagues et donc des rires ou pas. C'est-à-dire qu'a priori, il y a un vrai échange d'énergie et d'informations entre la personne qui raconte et son auditoire. Et dans le cadre d'une œuvre numérique, tout ça, tu l'oublies. Parce que tu t'enregistres tout seul. Évidemment, une des solutions, ce serait de raconter en live, en direct. Mais là, ça ne répond qu'à la moitié de la problématique. Quand on raconte en direct,
Le conteur, la conteuse et son auditoire sont certes connectés au même moment, mais ils ne sont toujours pas au même endroit. Donc tout ce flux, cet échange d'informations et d'énergie ne se fait pas. On se retrouve avec quelqu'un qui est dans une bulle, observé par d'autres qui sont loin. Je suis pas sûr qu'on y gagne au change. Surtout si la qualité de la connexion est mauvaise, le son dégradé et la latence importante. Mais dans ce cas-là, peut-être qu'une solution serait d'inventer une interface numérique qui permettrait de transmettre les signaux du public à la personne qui raconte, ce qui pose la question de la nature des signaux, de leur transmission et du dispositif à inventer. Qu'est-ce qu'on montre ? C'est peut-être la question la plus angoissante quand on commence à faire des récits numériques. La première intuition, ce serait de filmer la personne qui raconte. C'est ce qui paraît le plus simple, le moins coûteux, le plus naturel, ce qui nous rapproche le plus de la forme du conte telle qu'on la connaît habituellement. Bon, supposons que ça fonctionne sur une histoire qui dure quelques minutes. Mais à partir du moment où tu as envie de raconter quelque chose de plus long, une histoire qui se développe, qui prend ses aises, honnêtement, est-ce que tu penses qu'un spectateur d'aujourd'hui pourrait supporter un plan séquence de 25 minutes de quelqu'un qui parle sans bouger ? Alors oui, évidemment, il nous reste dans ce cas-là les outils du cinéma, du documentaire, du clip musical qui permettent de donner du mouvement, du rythme à l'image et d'aider le spectateur à rester attentif. Mais si on s'arrête là, il me semble qu'on oublie une caractéristique principale du récit. C'est le fait qu'un récit qui est entendu va provoquer chez la personne qui l'écoute des images mentales. Ouais, on dit que quand on écoute une histoire, on se fait ses propres images. C'est super. Sauf que dans le cadre d'une œuvre numérique, on va se retrouver avec deux sortes d'images qui vont cohabiter. Les images mentales du spectateur et les images proposées par la forme numérique. Donc il va bien falloir penser à comment on articule ces images qui sont de nature différente, forcément, et même en supposant qu'on trouve un dispositif qui fonctionnerait pour, je sais pas, pour une histoire courte ou une blague, par exemple, est-ce que ce dispositif-là, est-ce que ces matières d'images, est-ce que ces choix de relations avec le récit fonctionneraient aussi sur un autre type de récit, comme la mythologie, par exemple ? Est-ce que finalement, chaque type de récit ne serait pas lié à des types d'images ou à des types de grammaire ? Là, il me semble qu'on commence à toucher quelque chose de vraiment intéressant, un chantier qui est colossal, mais passionnant aussi. Quelques mots pour revenir sur la question de la technique que j'ai abordée rapidement en première partie. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos, ces publicités pour des logiciels où les artistes qui s'en servent ont toujours un énorme sourire aux lèvres, ils sont dans une espèce de flow de créativité incessante, il leur suffit d'appuyer sur 3 boutons pour avoir un résultat magnifique qui est aussitôt acclamé par la planète entière. C'est un mensonge. Ça ne marche pas comme ça. Et même si ça marchait comme ça, le fait d'avoir le meilleur logiciel ne te dispense pas d'un savoir-faire qu'il faut acquérir. C'est pas parce que tu as le meilleur logiciel audio au monde que tu sais faire de la musique. Et ce n'est pas parce que tu as regardé beaucoup de séries à la télévision que tu saurais en écrire une non plus. Tout ça prend du temps, et c'est un temps qui est rarement toujours enthousiasmant. Voilà, ça fait partie du jeu. Et peut-être la difficulté supplémentaire à laquelle on est confronté quand on veut produire des œuvres qui n'existent pas encore dans leur forme, c'est qu'il va falloir qu'on s'appuie sur des outils, certes, mais des outils qui ne sont pas destinés à ce qu'on veut faire. Donc il faudra sans doute détourner leurs usages ou en inventer d'autres. Et pour finir, quelques mots sur l'écosystème dans lequel gravitent les œuvres numériques. Un écosystème qui est basé sur l'économie de l'attention, ou en d'autres termes, le temps de cerveau disponible. C'est un écosystème qui est constitué par une quantité énorme d'œuvres déversées
quotidiennement. Pour les jeux vidéo, par exemple, on parle de 1500 nouveaux jeux chaque jour. Pour les vidéos YouTube, je sais pas, mais j'imagine qu'il y en a des centaines de milliers, voire des millions chaque jour. Des œuvres qui sont réalisées par des équipes dont certaines ont de l'argent, des compétences et parfois un sens des valeurs ou de l'éthique un peu différent des tiennes. Donc autant te dire que tu rentres dans un système hyper concurrentiel et que tout ce temps que tu vas passer à produire des œuvres, à les diffuser, à essayer de les rendre visibles, tout ce temps te sera rémunéré. Non. Non, en fait, tu ne gagneras rien. Tout ça, tu ne le feras pas pour de l'argent parce que, par exemple, si tu fais une vidéo sur YouTube, tu ne peux pas espérer gagner quelques euros avant plusieurs mois, voire plusieurs années d'efforts, si ça marche. On a évidemment en tête l'image de la personne qui réussit sur YouTube et qui d'un coup devient célèbre et qui peut vivre de sa passion, mais statistiquement, je pense que tu as autant de chances de devenir une vedette de YouTube que de devenir le futur Kylian Mbappé du foot, surtout à mon âge. Alors évidemment, on va pouvoir quand même parler de rétribution symbolique, de pouces levés, de commentaires, de partages, d'abonnements, toutes ces choses qu'évidemment tu ne manqueras pas de faire pour soutenir la vidéo que tu es en train de regarder. Mais peut-être autant se dire les choses tout de suite, à mon avis, ce type d'œuvre n'est pas destiné dans les prochains temps à pouvoir remplacer une perte de revenus liée à l'absence de représentation suite à l'épidémie de Covid-19, par exemple. Au mieux, ça te permettra de gagner en notoriété, d'être repéré peut-être, et éventuellement d'avoir un contrat pour un spectacle, si c'est ton métier. Mais, à part ça, voilà. C'était donc le deuxième épisode de cette série, deuxième et dernier épisode de cette série. Raconter des histoires sur Internet, à quoi bon? Tu te rappelles du moment de découragement? Ce moment dont je te parlais au début de la vidéo. Voilà. C'est passé. On a fait le tour des questions. Et à en faire la liste comme ça, évidemment, ça paraît vertigineux, impossible. D'autant que, après tout, des histoires, on peut en écouter, on peut en lire, on peut aller les voir en spectacle aussi, alors pourquoi se casser la tête? Mais il me semble que peut-être on gagnerait à ne pas vouloir répondre à toutes les questions en même temps, peut-être à faire preuve d'humilité, à produire des petits objets simples, et accepter de ne pas réussir du premier coup, accepter de devoir prendre du temps pour imaginer des nouvelles formes. Et d'ailleurs, je t'invite à aller visiter la chaîne YouTube qui s'appelle Conte Finement, qui a été lancée par le conteur Fred Duvaux suite à un jeu qu'il propose à tous, donc à toi également. Il s'agit de réaliser une histoire courte avec quelques photos sous forme de diaporama. Tu verras les détails dans le lien qui s'affiche au-dessus de ma tête. Et je trouve que c'est vraiment une excellente manière de mettre les mains à la pâte, d'autant que tu ne te sentiras pas tout seul ou toute seule, puisque d'autres ont déjà tenté l'aventure. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour ton attention. J'ai mis aussi au-dessus de ma tête un petit sondage sur lequel tu peux cliquer afin de m'aider, moi, à comprendre ce qui t'intéresse, ce qui te questionne aussi. Et tu peux mettre en commentaire, par exemple, des questions ou des difficultés que j'aurais oublié de nommer dans cette traversée du désert. À bientôt.